Bonjour, je suis Aïcha Hamdouchi, une éternelle apprentie de la vie. Mon intention est de partager avec vous mon propre chemin de développement personnel pour vous inspirer, vous éclairer et permettre à chacun de retrouver sa vérité intérieure. Comme vous, j'ai traversé des épreuves, des échecs, des remises en question. J'avais soif de clarté, de repères. Puis j'ai compris que la véritable force naît de l'acceptation de notre vulnérabilité et que toutes les réponses se trouvent déjà en nous. C'est alors que ma quête de sens a commencé. Sur ma route, j'ai rencontré des guides, des voix, des éclats d'humanité, mes éclaireurs. Ils n'ont pas tracé mon chemin à ma place, mais ils ont rallumé une étincelle, éveillé une force intérieure qui m'a permis de poser un pas après l'autre. J'ai découvert que la qualité de nos vies dépend des questions qu'on se pose et des relations qu'on cultive. Chaque rencontre peut devenir une clé, chaque lien un repère, chaque échange une prise de conscience. Et un jour, vient le moment où l'on devient soi-même éclaireur pour quelqu'un d'autre. C'est un cercle, une transmission, une humanité retrouvée. C'est dans cet esprit qu'est né Les Éclaireurs, un podcast profondément humain et authentique où chacun peut se reconnaître et se reconnecter. Dans la philosophie japonaise, il existe la figure du senpai, celui qui a fait quelques pas avant vous et marche à vos côtés pour partager son expérience. C'est avec cette intention que je me tiens ici, ni savante, ni experte, mais compagne de route. Nous avançons ensemble et nous grandissons ensemble. Dans certains épisodes, j'accueillerai des voix inspirantes, des femmes et des hommes qui ont traversé des tempêtes, surmonté des défis, trouvé leur lumière. Ces conversations sont là pour nous éclairer, nous rappeler qu'il est toujours possible de se relever, de se réinventer, de se reconstruire. Et puis, il y aura aussi des épisodes plus intimes, en solo, des moments où je partagerai avec vous mes réflexions, mes apprentissages, les lectures et les formations qui m'ont guidée sur mon propre chemin de vie. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui cherchent des repères, un souffle d'espoir ou simplement la confirmation que leur chemin est unique et précieux. Mais surtout, j'aimerais que Les Éclaireurs soit un espace vivant et participatif, un lieu où vos retours, vos questions et vos suggestions enrichissent notre voyage. Ensemble, nous avancerons pas à pas, portés par les histoires, les mots et les voix qui éclairent le monde. Bienvenue dans Les Éclaireurs, un espace de lien et de transmission où chaque voix nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que nous avons tous la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Bonjour et bienvenue dans Les Éclaireurs. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir à une source. Une de celles qui semble immobile, ancienne, comme une eau claire qui continue de nourrir des millions de personnes à travers le monde. Un livre qui fait partie pour beaucoup des textes fondateurs du développement personnel moderne, mais qui au fond est bien plus qu'un livre. C'est un guide, un miroir, un rituel, une manière de se souvenir. Je vous parle des 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Lorsque les 4 accords toltèques est sorti, personne n'imaginait que ce petit livre d'à peine une centaine de pages allait toucher une telle amplitude. Des millions d'exemplaires vendus, des traductions dans toutes les langues, une communauté mondiale, des cercles de pratique, des ateliers, des retraites, des témoignages par milliers. Mais ce succès ne vient pas du marketing. Il vient d'autre chose, quelque chose d'infiniment simple, la vérité, quand elle résonne dans le cœur humain. Car l'enseignement de Miguel Ruiz n'est ni une religion, ni un dogme. C'est une invitation. Une invitation à se déconditionner, à sortir de l'état de domestication que nos cultures, nos familles, nos peurs ont inscrit en nous. Une invitation à se rappeler qui nous sommes réellement, avant le bruit, avant la peur, avant les masques. Et c'est sans doute pour cela que ce livre traverse les générations. Il parle à la partie la plus intime, la plus sacrée, la plus pure de nous-mêmes.
Les Toltecs étaient considérés comme des artistes de l'esprit, des femmes et des hommes qui avaient compris que notre vie entière est une œuvre, que chacun de nous est à la fois l'artiste, la toile et les couleurs. La spiritualité toltèque n'est pas un système de croyance, c'est un art de vivre, un art d'aimer, un art d'être en vérité. Pour eux, la liberté n'est pas un concept abstrait, c'est un état intérieur, un état où l'on cesse d'être gouverné par la peur, la honte, la culpabilité, le jugement, les attentes des autres. Les Toltecs disaient que la vraie bataille n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle se joue dans nos paroles, nos émotions, nos projections, nos engagements avec nous-mêmes. Et c'est exactement ce que Miguel Ruiz nous propose à travers son livre. Une voie pour revenir à la maison, revenir à soi, revenir à l'amour. Dans cet épisode, je n'entre pas dans une analyse scolaire. Je veux vous parler de ce livre tel que je l'ai compris, tel que je l'ai ressenti et tel que je l'ai vécu. Pour moi, ces 4 accords tournent autour d'un seul soleil. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de la vie. Pas un amour naïf, mais l'amour comme reconnaissance de la divinité présente en chacun. Et je veux prendre le temps, pas seulement survoler, mais entrer dans le cœur de chaque accord. Comprendre comment Don Miguel Ruiz vous propose d'habiter votre vie autrement. Et surtout, comment cela rejoint ce que nous, aux éclaireurs, appelons le retour à soi, la voix du cœur, le rituel de présence. Je partagerai des exemples concrets de la vie quotidienne pour que chacun puisse se reconnaître et s'approprier ces accords. Ce livre, je ne l'ai pas seulement lu et relu. Je l'ai reçu comme un cadeau, comme un guide spirituel. Et peut-être que c'est parce que derrière ces lignes, il y a un homme qui lui-même marche l'amour. Ceux qui ont rencontré Don Miguel Ruiz racontent sa présence comme une énergie vitale qui vous transporte dans son sillage, un regard qui vous traverse pour vous révéler à vous-même, une bonté qui n'appuie jamais, une joie tellement simple qu'elle élève sans effort. Cette présence, on la sent dans chaque page. Elle ne fait pas de bruit. Elle ouvre le champ des possibles. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans cette maison intérieure, celle que l'on construit quand on laisse les 4 accords devenir plus que des concepts, quand on les laisse nous habiter. Je vous invite à prendre un instant, à respirer. Imaginez que Miguel Ruiz est là, assis à côté de vous, avec son sourire tranquille, et qu'il vous raconte ce que les anciens Toltecs savaient depuis toujours, que la liberté n'est pas loin, qu'elle est là, juste derrière une croyance, juste derrière un mot. C'est un chemin de désapprentissage, un retour au cœur, et comme le dit Don Miguel Ruiz, à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Et je commence par l'accord 1. Que ta parole soit impeccable. Miguel Ruiz commence par la parole, parce qu'il sait que c'est là que tout commence. Dans ce que nous disons aux autres, dans ce que nous laissons circuler dans l'air entre nous. Pour lui, la parole est un pouvoir sacré, un acte de création. Elle peut bâtir une cathédrale intérieure ou incendier un cœur en une seconde. Être impeccable avec sa parole, ce n'est pas être parfait, c'est être juste, c'est être aligné, c'est se demander, est-ce que mes mots viennent de la peur ou de l'amour? Et l'impeccabilité commence là où on ne la voit pas, dans la manière dont on se parle à soi-même. On ne s'en rend même plus compte, mais combien d'entre nous commencent leur journée par un « je suis fatigué »,« je n'y arriverai jamais »,« je suis nul »,« je n'ai pas envie ». Cette petite voix qui murmure à chaque fois des choses désagréables et qu'on finit par croire. On minimise la portée et le pouvoir des mots qui ont une énergie et un poids. Mais ces phrases sculptent notre regard. Elles décident de notre posture. Elles conditionnent nos gestes. Et imaginez si chaque matin, quelqu'un entrait dans votre chambre et vous disait « Tu n'es pas assez,
Tu ne feras pas mieux. Tu n'es pas à la hauteur. Vous ne lui ouvrirez certainement plus la porte et vous ne sortirez pas de votre chambre. Et pourtant, nous le faisons avec nous-mêmes, tous les jours, inconsciemment. L'accord de la parole, impeccable, c'est d'abord ce geste d'amour simple, cesser de se maltraiter de l'intérieur. Ensuite, c'est apprendre à parler à l'autre avec la même délicatesse. Pas pour éviter les conflits, mais pour les traverser avec justesse, pour dire ce qui est vrai, mais pas ce qui est venimeux, pour refuser les rumeurs, les paroles qui divisent, les critiques qui nourrissent le poison collectif. Miguel Ruiz place la parole comme la force créatrice la plus puissante que nous possédons. Dire, c'est créer. La parole peut guérir ou blesser. Être impeccable, c'est utiliser la parole dans le sens de la vérité, de l'amour et du respect. D'abord envers soi-même. Alors, quelle est la sagesse à retenir dans cet accord? La parole impeccable, d'abord envers soi-même, c'est d'arrêter l'autocondamnation, la diminution et l'autosabotage. C'est se parler sans jugement, sans bavure, sans projection. C'est semer de la confiance. Et l'impeccabilité n'est pas la perfection, c'est l'intention, c'est la responsabilité. Et je vais vous donner quelques exemples du quotidien. Quand vous vous surprenez à vous dire « je suis nul »,« je ne suis pas assez », après une erreur au travail, transformez cette phrase. Observez le mécanisme. Remplacez « j'ai fait une erreur ». J'apprends. Dans une dispute, avant de répondre, attendez 3 respirations. Choisissez des mots justes plutôt que des mots vénéneux. Face à un compliment, si votre réflexe est de vous déprécier, arrêtez-vous. Rejouez la scène, quitte à redemander à la personne de vous recomplimenter. Accueillez la parole aimante. Votre parole envers vous-même doit être aussi bienveillante que celle que vous accueillerez d'un ami. Et pour être dans l'application, car il s'agit de pratique, je vous propose ce petit exercice. Pendant 7 jours, choisissez une période de la journée pour observer votre parole intérieure. À chaque remarque autocritique, écrivez une phrase de réparation. Merci d'avoir fait ceci. Je peux ajuster la prochaine fois. À la fin de la journée, lisez ces phrases à voix haute. Et pour vous raconter mon anecdote personnelle, afin d'ancrer davantage cet enseignement, je vais vous parler d'un exemple qui me touche et qui peut paraître insignifiant. L'enseignement de la parole impeccable surgit dans les moments les plus banals, les plus anodins, ceux qu'on croit sans conséquence. Et je vais vous partager quelque chose qui peut paraître ridicule, mais qui, je le sais, va parler à énormément de monde. Le moment où nous sommes au volant. Ah, le volant. Cet endroit minuscule où tout d'un coup, nous devenons tous les meilleurs conducteurs du monde et où les autres, forcément, deviennent des dangers publics, des incapables, des chauffards. Bref, tout ce que notre ego a envie de projeter pour se sentir supérieur. Et je vous jure que moi aussi, j'ai eu et je continue à avoir ces moments. Vous savez, ces instants où quelqu'un nous coupe la route, roule trop lentement, change de voie sans clignotant, et où protégé derrière notre vitre, dans cette illusion d'intimité, on laisse sortir une pensée dure, parfois même une insulte, un jugement, un éclair de colère que personne n'entend, sauf nous. À ce moment-là, qui dure une seconde et qui crée quelque chose dans notre corps. Moi, je le sens toujours, une contraction, une énergie lourde qui se libère, une honte, comme si une partie de moi savait que je venais de trahir quelque chose. Mais très vite, trop vite, l'ego arrive pour me justifier. Non, mais j'ai raison. Ils conduisent n'importe comment. C'est eux le problème. Moi, je fais bien les choses. Le mental devient avocat de la colère. Il transforme la petite violence en normalité. Et il maquille la blessure en supériorité. Et pourtant, même si l'autre ne m'a pas entendu, même si la vitre nous sépare, même si personne n'a été touché par mes mots, moi je l'ai été. Et c'est déjà énorme.
Parce que cette parole, qui n'est pas impeccable, même murmurée, même intérieure, crée une onde. Elle laisse une trace, elle alimente une énergie collective. Elle participe à ce brouillard émotionnel qui plane sur nos routes, sur nos villes, sur nos relations. Et je suis intimement convaincue, et je le dis vraiment du fond de mon cœur et de mon expérience, que beaucoup d'accidents ne viennent pas seulement d'erreurs techniques, d'un stop non marqué ou d'une priorité non respectée, mais de cette énergie négative, accumulée, de ce champ émotionnel pollué que nous créons tous, un coup de klaxon après un autre. Notre parole, même silencieuse, même protégée derrière une vitre, peut blesser le monde ou l'adoucir. Et ce jour-là, dans ma voiture, j'ai compris que le premier accord n'est pas qu'un beau principe spirituel à appliquer sur un coussin de méditation. Non. C'est dans ces moments-là qu'il compte, dans ces gestes du quotidien, où personne ne nous voit, dans ces pensées rapides, où nous croyons avoir raison. C'est un chemin de rééducation du cœur, de responsabilité énergétique, de cohérence. Parce que si je veux marcher dans l'amour réellement, alors même dans ma voiture, même dans mes impatiences, dans mes agacements, ma parole doit devenir un lieu d'alignement. Un lieu où je choisis, encore et toujours, de ne pas ajouter de poison au monde. Et je passe maintenant au deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Si le premier accord nous enseigne à purifier ce qui sort de nous, le deuxième nous apprend à purifier ce que nous laissons entrer. Miguel Ruiz le répète, ce que les autres disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ne parlent que d'eux, jamais de vous. C'est difficile à accepter, parce que nous avons appris à interpréter, à réagir, à être des éponges. Quelqu'un nous critique, on croit qu'il a vu juste. Quelqu'un s'éloigne, on croit qu'on a fait quelque chose. Quelqu'un nous parle sèchement, on se sent diminué. Alors que 9 fois sur 10, l'autre parle depuis son histoire, ses peurs, son stress, son manque de sommeil, son enfance, son passé. Et nous n'étions même pas dans l'équation. Ne rien prendre personnellement, ce n'est pas devenir indifférent, c'est devenir libre. C'est refuser de donner à l'autre le pouvoir de définir notre valeur. C'est récupérer notre souveraineté émotionnelle. C'est se regarder avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec les yeux du monde. Et concrètement, cela peut ressembler à plusieurs situations. Par exemple, une collègue vous parle sèchement. Au lieu de vous crisper, respirez et demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait la traverser? Un proche qui vous reproche quelque chose, vous écoutez, vous clarifiez, mais ne vous identifiez plus à la blessure projetée. Quelqu'un ne répond pas à votre message. Au lieu d'inventer un roman, faites confiance à la réalité et attendez sa réponse. Donc, quelle est la sagesse à retenir de tout ça? La liberté émotionnelle commence par la dissociation entre votre identité profonde et le reflet des autres. Donc, ne prenez pas personnellement les choses. Et ça ne signifie pas d'être insensible. Ça signifie d'être libre de la dépendance émotionnelle au jugement extérieur. C'est un accord de souveraineté intérieure. Et je vais vous donner quelques exemples concrets du quotidien. Par exemple, quelqu'un vous critique dans une réunion. Plutôt que d'interpréter que vous êtes incompétent, questionnez-vous. Quelle peur parle dans cette critique? Qu'est-ce qui lui appartient? Sur les réseaux sociaux, ne pas nourrir la spirale du « je dois répondre à chaque attaque ». Posez un verrou. Attendez 24 heures avant de réagir. En famille, quand un parent exprime une déception ancienne, accueillez la douleur sans se laisser engloutir. C'est en quelque sorte un principe de neutralité. Et parce qu'il est important de pratiquer une nouvelle fois, je vous propose un exercice très facile. Écrivez une petite phrase mantra à répéter chaque fois que vous sentez la blessure monter. Ce que tu dis me parle, mais il ne parle pas de moi, mais de toi. Par exemple, vous pouvez la répéter 3 fois, prendre 3 respirations et choisir la réponse, que ce soit dans l'action, dans le silence ou dans la conversation. Mais déjà,
vous conscientisez ce moment. Et je vais vous raconter une nouvelle fois une anecdote personnelle. Cette fois-ci plus profonde, plus parlante et peut-être même plus universelle. Une de celles que tellement de personnes vivent au travail. Ce terrain où nos blessures s'entrechoquent, où nos masques se durcissent, où un simple malentendu peut devenir une guerre silencieuse. J'étais en conflit avec une collègue. Rien de grave, rien d'important. En tout cas, rien qui justifie ce que c'est devenu. Et pourtant, la situation nous a complètement échappé. Ce n'était même pas une dispute. Ce n'était pas un affrontement. C'était pire que ça. Un silence. Tendu, opaque, prolongé. Un silence qui grossissait chaque jour. Qui ajoute des couches de malentendus, de suppositions, d'interprétations. À aucun moment on ne s'est assise, elle et moi, pour dire simplement « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti ». Le b.a.-ba de la communication non violente. Non. On a laissé nos blessures parler à notre place. On a laissé d'autres personnes, elles aussi blessées, elles aussi humaines, mettre des mots dans nos bouches, interpréter nos silences, alimenter des versions, des récits, des soupçons. Et chacune avait sa propre douleur. Et nos blessures se frottaient l'une à l'autre comme deux pierres qui finissent par s'enflammer. Et tout ça pourquoi? Pour quelque chose d'insignifiant, pour une maladresse, un mot mal placé, un geste mal compris, pour de l'ego, pour nos peurs et nos vieux schémas. On a arrêté de se parler pendant presque 2 ans. 2 ans de tension froide dans les couloirs, 2 ans à détourner le regard, 2 ans à laisser nos histoires intérieures prendre le dessus sur la réalité. Et pourtant, ni elle ni moi n'avions voulu blesser l'autre. Ni elle ni moi n'avions eu la moindre intention malveillante. C'était juste 2 humains qui, comme tous les humains, avaient laissé leurs blessures conduire la conversation. Ou plutôt le silence. Puis les années ont passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Et à mesure que je progressais dans ma quête intérieure, dans cette voie du pardon, de la responsabilité, de la guérison, j'ai senti monter en moi une évidence. Je ne voulais plus laisser des nœuds non résolus dans ma vie. Je voulais assainir, pacifier, nettoyer les liens. Rendre à chacun sa dignité. Et rendre à mon cœur sa paix. Alors un jour, simplement, je suis allée la voir. Pas avec un discours préparé, pas avec des justifications, juste avec le cœur. Et je lui ai dit, écoute, on a laissé cette histoire nous dépasser. On a laissé des gens parler à notre place. On n'a jamais eu cette conversation, toi et moi. Alors je veux te dire ceci. Je suis désolée. Je te demande pardon pour ce que tu as pu ressentir. Ce n'était pas mon intention. C'était maladroit. C'était brouillon. Et je veux qu'on se libère de ça, toutes les deux. Et elle s'est ouverte immédiatement, comme si elle n'attendait que ça. Elle s'est excusée elle aussi, sincèrement. On a parlé longtemps, on a vidé le sac, on s'est serré dans les bras. 2 années de malentendus se sont évaporées en quelques minutes. Et ce qui restait, c'était juste la vérité. 2 êtres humains, ni bourreaux, ni victimes. Peu après, elle a quitté la ville. Et je me répète souvent cette phrase. Heureusement que ce n'est pas resté en suspens. Aujourd'hui, elle prend encore de mes nouvelles. Nous ne sommes pas amis, mais ce n'est pas important. Nous avons quelque chose de plus précieux. Un lien humain. Un lien qu'on aurait peut-être pu tisser bien plus tôt. Si nous n'avions pas fait une affaire personnelle de quelque chose qui n'était qu'un quiproquo. Et Miguel Ruiz a raison. Quand on cesse d'en faire une affaire personnelle, les murs tombent, les prisons s'ouvrent, les blessures guérissent, les humains se retrouvent. Et l'amour, même discret, reprend sa place. Et je vais passer à présent au 3e accord. Ne fais pas de suppositions. Et c'est peut-être le plus subtil. Les suppositions sont des illusions très bien construites. Nous croyons que nous savons ce que l'autre pense. Nous imaginons les intentions. Nous inventons des scénarios. Nous décorons nos peurs comme si elles étaient la vérité. Quand quelqu'un ne nous parle pas, on suppose. Quand quelqu'un sourit moins, on suppose. Quand quelqu'un agit différemment, on suppose. Et chaque supposition
est une petite fiction qui dévore l'amour, qui ronge le cœur. Miguel Ruiz propose quelque chose de radical, presque dérangeant dans sa simplicité. Oser demander, oser clarifier, oser montrer sa vulnérabilité et dire à l'autre: j'ai besoin de comprendre. Est-ce que je peux te poser une question? Et tout d'un coup, le brouillard se dissipe. Parfois la réponse nous rassure, parfois elle nous surprend, parfois elle nous blesse, mais une vérité blesse moins qu'une imagination qui dévore. Cet accord est un acte de courage, d'honnêteté. C'est accepter de sortir du contrôle et d'entrer dans la vérité. Alors, quelles sont les sagesses à retenir de tout ça? Déjà, communiquer pour clarifier. Ça libère les malentendus et ça réduit les conflits. Supposer, c'est une résistance à la vulnérabilité. On imagine au lieu de demander. Donc, poser une question, c'est accepter l'incertitude et ouvrir à la vérité. C'est un accord de courage relationnel. Et là encore, je vais vous donner quelques exemples banals du quotidien. Par exemple, si votre partenaire rentre distant, au lieu d'imaginer il ne m'aime plus, posez une question calme. J'ai senti un décalage aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Au travail, par exemple, au lieu d'assumer que votre collègue a fait exprès de ne pas répondre, demandez: avez-vous reçu mon email? Quand vous vous racontez une histoire sur une amie qui n'a pas répondu au message, rappelez-vous que sa vie a des contraintes invisibles et demandez-lui si elle va bien, qu'est-ce qu'elle traverse, comment vous pouvez l'aider. Et là encore, la pratique est primordiale. Donc je vous propose un petit exercice. Pendant 14 jours, dès que vous sentez une émotion forte née d'une pensée sur quelqu'un d'autre, appliquez la règle. Soit vous demandez pour clarifier, soit vous acceptez l'ignorance et vous la laissez passer. Notez ces deux situations par jour dans un carnet et décrivez l'effet de la clarification. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Vous Et je vais à présent vous raconter une troisième anecdote dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être. Pendant longtemps, j'ai été cette personne qui vivait très mal le retard. Vraiment très mal. Quand quelqu'un arrivait 10 minutes après l'heure prévue, je partais immédiatement dans une boucle mentale. Je ne posais pas de questions, je ne cherchais pas à comprendre, non, je supposais. Et mes suppositions étaient toujours dans le pire scénario, et toujours contre moi. Et je me disais: il ne me respecte pas, elle se moque de mon temps, je ne suis pas une priorité. En une fraction de seconde, mon humeur changeait. Je pouvais me refermer, me crisper, bouillir à l'intérieur. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que quand la personne arrivait enfin, je ne disais rien. Je n'exprimais pas ce que j'avais ressenti. Je restais polie, je souriais, j'enterrais tout ça sous le tapis. Je faisais semblant et je mettais le masque. Mais à l'intérieur, je tournais en boucle. Ça gâchait le moment. Ça m'a fait perdre des cafés qui auraient pu être joyeux, des discussions avec de belles amies, des instants précieux, parce que moi, j'étais plongée dans ma fiction intérieure. Ma petite histoire personnelle, qui tournait en boucle, où l'autre devenait le bourreau, et moi la victime. Et ce qui est fascinant, mais surtout violent, c'est que j'ai compris plus tard, grâce aux neurosciences. En réalité, ce n'était pas seulement dans ma tête, ce n'était pas psychologique, c'était biologique. À chaque supposition négative, mon cerveau déclenchait une micro-tempête. Une pensée comme: elle ne me respecte pas. Bam, blessure de l'humiliation. Qui active l'amygdale, qui libère le cortisol, qui crée une émotion de colère ou de tristesse, qui renforce encore la pensée initiale. C'est ce qu'on appelle la boucle pensée, émotion, pensée. On croit qu'on réfléchit, mais en fait on rumine. On imprime un circuit. On renforce une habitude mentale. Et à force, on devient ce circuit. Car la répétition crée l'ancrage. Moi, j'étais devenue cette personne qui anticipait le pire, qui voyait du manque de respect partout, et ça m'a coûté un paquet de moments présents, volés par mon mental. Et ce que Miguel Ruiz dit dans ce deuxième accord est tellement simple, tellement puissant. Ne faites pas de suppositions. Et si vous en faites quand même, demandez. Parce qu'une seule question, une vraie,
a le pouvoir de désamorcer tout un volcan intérieur. Le jour où j'ai commencé à dire tout va bien, tu as eu un empêchement? J'ai découvert une chose étonnante. Dans 90% des cas, il n'y avait aucun manque de respect. Juste la vie, les aléas, un embouteillage, un enfant qui pleure, un appel imprévu, un moyen de locomotion qui n'est pas arrivé à temps, quelqu'un qui n'a pas la même relation autant que moi, parce qu'on a des métaprogrammes et qu'il y a des personnes qui ont beau s'organiser, elles sont tout le temps en retard et elles ne le font pas exprès. Et à chaque fois que j'opposais la question, quelque chose en moi s'apaisait. L'émotion retombait, le cortisol baissait, la boucle se coupait. Mais surtout, le moment présent se rouvrait, le lien se réparait. C'est ça la magie. Aujourd'hui encore, j'apprends, je me surprends parfois à replonger dans une supposition. Mais je m'attrape plus vite, je me ramène à moi, et je choisis la clarté plutôt que l'imaginaire, la paix plutôt que la fiction, et la présence plutôt que la projection. Et enfin, le dernier accord. Fais toujours de ton mieux. Et ce quatrième accord vient comme une caresse après les trois autres. C'est l'accord qui apaise, qui rassemble, qui permet de pratiquer sans se juger. Fais toujours de ton mieux. Mais ce mieux n'est pas celui de la perfection. Ce n'est pas celui de la performance. Ce n'est pas celui du toujours plus. C'est un mieux souple, vivant, un mieux qui s'adapte à l'état du cœur, à la fatigue, à la météo intérieure. Certains jours, ton mieux sera grandiose. D'autres jours, ton mieux sera minuscule, mais il sera vrai. Et c'est tout ce qui compte. Faire de son mieux, c'est dire, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, là où je suis, et je me traite avec douceur. Et cet accord met fin à l'auto-jugement, à la culpabilité, à l'épuisement émotionnel. Il ouvre la porte de la compassion, celle que l'on a pour soi et celle que l'on a pour les autres. Alors, encore une fois, quelles sont les sagesses à retenir? Déjà, faire de ton mieux, c'est la synthèse des trois autres accords. Parole, détachement, clarification. C'est un accord d'accueil, accueillir ses limites, tout en restant engagé. Et cela nous protège de l'auto-jugement et du perfectionnisme paralysant. Et je vais vous donner encore quelques exemples concrets du quotidien. Si par exemple vous devez préparer une présentation et que vous êtes épuisé, faites ce qui est possible, avec qualité. Acceptez de reporter si nécessaire, mais sans vous juger. Et un autre exemple qui me touche beaucoup. Dans la parentalité, il y aura des jours bons et des jours moins bons. Faire de votre mieux, c'est offrir présence plutôt que performance. Et enfin, en relation amoureuse, après une dispute, faire de votre mieux, c'est revenir, réparer, sans se noyer dans la culpabilité, dans les reproches, dans la fierté, dans le ressentiment. Et je vais à présent vous proposer un exercice pratique. Chaque soir, écrivez une chose que vous avez faite de votre mieux dans la journée, grande ou petite, et remerciez-vous verbalement pour cet effort. Observez comment cela redéfinit l'estime personnelle. Et à présent, je vais partager avec vous une anecdote personnelle. Pour moi, l'exemple par excellence, celui qui m'a le plus parlé, c'est dans mon rôle de maman. Pendant longtemps, je me suis tuée à la tâche. Je culpabilisais à chaque seconde. Je pensais que si je ne consacrais pas chaque minute à mes enfants, si je faisais autre chose, alors je n'étais pas une bonne mère. Je n'avais pas la conscience que je faisais déjà de mon mieux. J'étais enfermée dans le perfectionnisme, dans mes blessures, dans mes traumas, toujours dans l'idée, soyons honnêtes, de faire mieux que mes parents. Je n'avais aucune empathie pour moi-même. Je courais partout, je suivais toutes les activités, toutes les formations, je voulais tout savoir, tout maîtriser. Et je suis devenue une pro de la théorie. Mais à quel prix? Je n'avais plus aucune joie, aucun plaisir. Je passais des moments avec mes enfants comme si c'était une obligation. Je manquais de présence parce que je manquais de moi, tout simplement. Et la charge mentale était énorme et tous les parents se reconnaîtront.
Je me définissais à travers ce rôle de mère, et en le faisant, j'avais oublié qui j'étais. Et le pire, c'est que c'était l'exemple que je donnais à mes enfants. Et imaginez un enfant qui voit ses parents se tuer à la tâche, se plaindre, être épuisé. Mais qu'est-ce qu'on lui transmet? Sinon le stress et le sacrifice. Qu'est-ce qu'on lui enseigne de vrai? Du sens de la vie? Rien du tout. Et puis quelque chose a changé. Peut-être quand j'ai commencé ce cheminement de développement personnel, il y a un peu plus de 5 ans. Un jour, j'ai commencé à être dans l'instant présent, à savourer un sourire, un babillage, un petit moment partagé, à écouter vraiment mes enfants, à ne pas seulement cocher des cases. Et j'ai compris que faire de mon mieux, ce n'était pas être parfaite, c'était être présente. C'était m'aimer assez pour lâcher la pression. C'était accepter ma vulnérabilité. Et c'est là que j'ai commencé à voir la magie opérer. En faisant de mon mieux, j'étais une meilleure mère, simplement. J'ai appris à déléguer, à demander de l'aide, à accepter mes limites. Et ce principe ne s'est pas arrêté à la maternité. Il a transformé ma vie entière. Ma relation avec mon mari s'est équilibrée, parce que j'ai accepté qu'il ait aussi sa place. Ma vie professionnelle s'est rééquilibrée aussi, parce que j'ai accepté de ne pas tout faire parfaitement, de ne pas me croire supérieure aux autres, de demander de l'aide, d'oser montrer ma vulnérabilité. C'est là que j'ai vraiment compris ce que signifiait faire de son mieux. C'est tout simplement être humain, faire ce que l'on peut là où on est, avec ce qu'on a, et laisser le reste se poser. C'est simple, mais c'est puissant, transformateur et surtout libérateur. Donc maintenant qu'on a défini un peu ces 4 accords Toltec, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Ce ne sont pas des règles séparées. Ils tissent une pratique. La parole impeccable nourrit la capacité à ne pas prendre les choses personnellement. Ne pas faire de suppositions irrigue la qualité de la parole. Faire de son mieux, c'est le ciment qui maintient la pratique vivante, sans moralisme. Et je vais aussi vous parler des limites, des résistances, des malentendus possibles. Quand j'ai fait mes recherches et quand j'ai lu un petit peu tout ce qui était échangé dans les forums. Ce livre peut être perçu comme trop simple, parfois trop individuel. Certains diront qu'il évacue la dimension sociopolitique des blessures. D'autres peuvent trouver la référence au Toltec flottante, ou poétique, ou irréaliste. Toutes ces critiques sont subjectives, comme toutes les critiques. Mon point de vue, ces accords ne remplacent pas un vrai travail thérapeutique profond quand il y a un trauma. Ils ne sont pas non plus une baguette magique. Ils sont un outil puissant, accessible, capable d'ouvrir des voies pour celles et ceux qui veulent commencer à habiter leur humanité avec plus de conscience. Ce qui me touche profondément dans ce livre, c'est qu'il ne parle pas seulement de discipline ou de transformation personnelle. Il parle avant tout d'amour. Un amour qui vous prend par la main, sans jamais vous forcer, qui n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être révolutionnaire. C'est à l'image de l'amour d'un parent qui accompagne son enfant. Encore une fois, il fait de son mieux. Et quand on lit ce livre, c'est comme inviter Miguel Ruiz dans notre cœur. C'est un maître. On sent sa bonté, sa présence, sa joie tranquille, son humanité. Et même si on ne le rencontre jamais en personne, on peut sentir cet amour dans les mots, dans les accords et dans les gestes qu'il inspire. Au fond, c'est cela, une simple manière de vivre en harmonie, avec soi, avec l'autre, avec le monde et avec le mystère de la vie. Et quand on commence à les pratiquer, modestement, patiemment, sincèrement, quelque chose s'ouvre, quelque chose se remet à circuler. Une énergie vitale, une pacification. On devient un peu plus libre, plus léger et plus lumineux. C'est peut-être cela finalement, la sagesse toltèque. Ces accords sont un chemin de retour à l'amour inconditionnel. Ils ne disent pas deviens un autre, mais retourne à ce que tu es déjà. La divinité en toi ne réclame pas des prouesses, elle réclame de la présence, de la clarté, de la compassion. Merci d'avoir accueilli cet instant. Prenez un moment pour respirer, pour prononcer à voix haute un de ces accords que vous voulez prendre aujourd'hui. Habitez-le. Et si vous voulez, partagez votre expérience. Votre parole ici nous éclaire, car nous pouvons tous devenir la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre.
Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode des éclaireurs. J'espère que cette conversation a rallumé en vous une étincelle d'espoir, de paix ou simplement l'envie d'avancer un peu plus en conscience. Si cet épisode vous a inspiré, prolongez le cercle de transmission. Abonnez-vous, partagez-le avec vos proches, laissez un commentaire et une note sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Vos retours, vos questions, vos suggestions nourrissent cette aventure collective. On se retrouve chaque samedi pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre sur le chemin de notre voyage intérieur. En attendant, avancez à votre rythme avec gratitude, confiance et amour. Et souvenez-vous, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et nous avons chacun la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre.